Mes chers concitoyens, je prends la parole ce jour, 21 septembre 2022, pour parler de la situation internationale qui malheureusement ne cesse de s'aggraver. Hier, dans la nuit, il y a eu le discours d'Emmanuel Macron à l'Organisation des Nations Unies, qui est intervenu à peu près concomitamment avec un discours du président Poutine, du président russe, qui a annoncé notamment une mobilisation partielle de 300 000 soldats et également la tenue très rapidement de référendums dans les républiques autoproclamées du Donbass, qui sont les républiques de Louhansk, de Donetsk et puis également la zone de Kherson. Donc ce seraient des référendums qui vont avoir lieu pour proposer aux populations leur attachement à la Fédération de Russie. Le discours d'Emmanuel Macron à l'Organisation des Nations Unies s'inscrit dans un cadre traditionnel qui est celui de la rentrée de l'Assemblée générale au siège des Nations Unies à New York, qui a lieu chaque année au mois de septembre. Et il est de tradition que cette session s'ouvre chaque année par une noria de dirigeants du monde entier, en fait les chefs d'État ou bien les premiers ministres, les chefs de gouvernement ou les ministres des Affaires étrangères des 193 pays et qui sont membres des Nations Unies. Alors il y a toujours quelques micro-États du Pacifique qui ont du mal financièrement à envoyer un représentant, mais enfin en gros il y a quand même un très grand nombre de discours qui ont lieu, qui s'échelonnent pendant plusieurs, au moins une dizaine de jours à l'Assemblée générale. Et bien entendu, en règle générale, il y a des discours qui sont extrêmement attendus parce que le chef d'État est une personnalité extrêmement puissante, de premier plan, qui a une très grande influence planétaire, ou qui se trouve au centre d'un conflit qui intéresse la planète entière, ou bien qui est particulièrement controversé sur tel ou tel sujet. De telle sorte que dans ces cas-là, il y a une assemblée générale qui est pleine à craquer. Toutes les représentations sont présentes dans cette salle, dont je rappelle qu'elle fut construite en 1945, à une époque où il y avait une cinquantaine d'États à l'Organisation des Nations Unies, et que maintenant il y en a 193. Donc il a fallu créer des sièges, créer des places pour avoir 4 fois plus de monde. Alors traditionnellement, le président des États-Unis, quand c'est lui qui se déplace, il envoie parfois le secrétaire d'État, est évidemment extrêmement suivi. Pareil en règle générale pour le président chinois, actuellement le président Xi Jinping, le président russe, actuellement Vladimir Poutine, et puis également des présidents ou des chefs d'État de pays qui sont au cœur d'une problématique, par exemple souvent le Premier ministre israélien ou bien le représentant de l'autorité palestinienne si il est invité, ou bien le président, le Premier ministre de l'Union indienne, le président turc, ou bien tel ou tel chef d'État de l'Union européenne, de l'Europe et notamment le président de la République française. Alors la première chose à signaler, c'est que Emmanuel Macron, quand il a pris la parole, et les photos n'ont pas été montrées à la population française, a parlé devant un hémicycle qui était vide aux 3/4. Alors je crois que c'est pratiquement du jamais vu dans l'histoire des Nations Unies, parce qu'en règle générale, la France étant un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, normalement, énormément de délégations sont quand même attentives à ce que dit la France. Eh bien là, Emmanuel Macron a parlé devant une salle où l'on voyait à peu près 3/4 des sièges vides. D'ailleurs, certaines délégations qui écoutaient faisaient semblant d'écouter en fait en jouant sur leur téléphone portable. Rien que cette image, j'attire votre attention, rien que cette image montre la déchéance de notre pays dans le concert international. La deuxième chose à dire sur ce discours, c'est que c'est un discours qui a eu par moments des périodes enflammées où Emmanuel Macron a versé dans un logorée au bord de l'hystérie, une gestuelle histrionesque, et a lancé des formules à l'emporte-pièce. Et quand j'entends la Russie se dire prête à œuvrer à des coopérations nouvelles, à un ordre international nouveau, sans hégémonie,
La belle affaire, mais sur quel principe? L'invasion du voisin? Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas? Quel est cet ordre? Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Que nous propose-t-on? Que nous vantons? Quel rêve vantons sur la bonne foi de certaines et certains ici? Rien qui ne tienne longtemps. Parfois en faisant les gros yeux, parfois en hurlant, en vociférant, enfin, quelque chose qui est très très rare aux Nations Unies où, en règle générale, les chefs d'État s'astreignent à une dignité. La troisième chose à dire de ce discours d'Emmanuel Macron, c'est que quand on regarde bien ce qu'il a dit, on est sidéré, absolument sidéré, par le contenu totalement fallacieux et mensonger de ce qu'il dit et par la dangerosité du personnage. Emmanuel Macron présente en effet l'affaire ukrainienne toujours de la même façon, selon le narratif occidental, comme si tout se passait très bien, et puis d'un seul coup, la Russie et Vladimir Poutine ont décidé d'intervenir dans un État souverain en essayant de mettre la main sur cet État pour ensuite prolonger la mise sous le boisseau de la Pologne, de l'Allemagne, de la France, etc. Et on compare Poutine à un nouvel Hitler. Alors je répète ici, et je suis obligé de répéter, parce que des centaines de personnes ont répété, mais je vois que sur Internet, il y a des trolls qui continuellement viennent sur mon compte Twitter pour m'insulter, puisqu'en fait, ils n'ont que l'insulte à la bouche. Ils ne sont pas capables de raisonner. Je voudrais donc rappeler ici, pour la énième fois, que ce conflit ukrainien n'est pas sorti d'un chapeau. Ce n'est pas d'un seul coup que Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Je voudrais rappeler aussi, au passage, là aussi je l'ai déjà dit, toutes les preuves sont sur Internet, que personnellement j'ai été interrogé par Israël 24 News, qui, soit dit en passant, est une chaîne appartenant à M. Drahi et qui me reçoit plus souvent que les chaînes possédées par M. Drahi en France. Et j'avais été interrogé quelques jours avant le 24 février. On parlait beaucoup de du fait que beaucoup d'armées russes s'étaient massées le long de la frontière avec l'Ukraine. J'avais été interrogé en me disant « Qu'est-ce que vous direz si Vladimir Poutine intervient militairement ?» Et j'avais dit, et je dis toujours, que personnellement je le condamnerais parce que je pense qu'il faut quand même respecter en toute chose le droit international et que il aurait dû épuiser toutes les voies de droit, en particulier en saisissant la Cour internationale de justice. Cependant, l'examen de la situation montre que peut-être Vladimir Poutine n'avait-il plus d'autre choix que de faire ce qu'il a fait, parce que, et c'est là qu'il y a vraiment un mensonge fondateur, repris aussi bien par le président des États-Unis que par tous les dirigeants de l'Union européenne. Ce mensonge fondateur consiste à faire croire que Vladimir Poutine serait intervenu sans aucune raison autre que la volonté de défendre et d'étendre l'impérialisme russe. Ce qui n'est pas vrai. Alors je ne sais pas combien de fois il va falloir le dire, mais je pense que sans fin, puisqu'en réalité nous avons une population en France qui est victime d'une présentation fallacieuse de l'enchaînement de cause à effet. Je répète que depuis, non même pas depuis 2014, mais depuis 1991, depuis l'effondrement de l'URSS, les États-Unis d'Amérique, au lieu de rechercher une coexistence pacifique avec le camp socialiste qui s'effondrait sous nos yeux, n'a eu de cesse que d'appliquer un stratagème chinois qui s'appelle « piller les maisons qui brûlent », c'est-à-dire que lorsqu'on a un adversaire qui est dans une situation extrêmement délicate, il ne faut surtout pas être chevaleresque, il faut aller jusqu'à lui porter les stockades pour le détruire définitivement. Ceci signifie que lorsque le président George Herbert Bush, le premier président Bush, au moment de l'effondrement de l'URSS, avait promis que les États-Unis ne profiteraient pas de l'effondrement du camp socialiste pour pousser leurs avantages. Alors certes, il n'y a pas eu de traité qui a été écrit, mais il y a eu des conversations d'homme à homme, confirmées par des observateurs, notamment Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères. La promesse qui a été faite à l'époque par les États-Unis
de ne pas profiter de la faiblesse du camp socialiste pour étendre l'OTAN n'a pas été tenue. Au contraire, le président George W. Bush a fait une tournée en Europe de l'Est en juin 2001, où il a notamment un fameux discours à l'université de Varsovie indiqué qu'il fallait faire entrer tous les pays de l'Est européen dans l'OTAN d'abord, puis dans l'Union européenne ensuite. Si l'on regarde la progression de l'OTAN, c'est-à-dire de ce bloc militaire dont le secrétariat est tenu à Washington, qui est un bloc militaire sous domination américaine, on voit bien qu'il y a eu une volonté des États-Unis d'Amérique d'accroître et d'accroître sans cesse leur glacis géopolitique au détriment de la Russie. Personne n'en parle jamais, sauf les observateurs sérieux et sur Internet, mais c'est quand même la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est qu'à partir de 2013-2014, les États-Unis ont décidé de passer à une deuxième phase, qui est d'arracher l'Ukraine au glacis géopolitique russe pour le rattacher au glacis géopolitique américain, constitué de son volet militaire qui est l'OTAN et de son volet civil qui est l'Union européenne. Au passage, les gens qui me connaissent depuis un certain nombre d'années ne pourront que reconnaître que ce que je leur dis depuis 15 ans est parfaitement exact, c'est que l'Union européenne et l'OTAN, c'est en fait la même chose. L'Union européenne est une face civile, l'OTAN est la face militaire, placées l'une et l'autre sous la domination des États-Unis. Ce qui signifie au passage que tout le discours ambiant en France depuis des années, consistant à nous expliquer que l'Europe aurait vocation à faire contrepoids aux États-Unis, est en fait un mensonge, une manipulation pour faire accepter par les Français une mise sous tutelle de l'oncle Sam qu'ils n'accepteraient pas directement si on leur disait ce dont il s'agit. En 2014, les États-Unis ont donc lancé la révolution du Maïdan, et on le sait, puisque des conversations ont été captées, diffusées sur Internet, captées par les renseignements russes, où l'on entendait la sous-secrétaire d'État, Madame Victoria Nuland, chargée des pays de l'Est, téléphoner à son ambassadeur en Ukraine à Kiev, Geoffrey Payat, pour lui dicter ce qu'il fallait faire et quels devaient être les membres du prochain gouvernement ukrainien. Les États-Unis ont donc non seulement aggloméré à leur glacis géopolitique l'Europe de l'Est, mais là ils sont allés plus loin en voulant y agglomérer les marges les premières de la Russie, que sont l'Ukraine. Alors je sais bien, je connais l'argument qui m'est sans cesse répété, l'Ukraine est un pays indépendant et souverain, comment pouvez-vous vous opposer au fait qu'elle veut rester souveraine et donc qu'elle ait le droit de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN? Eh bien, je réponds à cela qu'il s'agit tout simplement de ce que l'on appelle la realpolitik. Il y a dans le monde des situations dont il faut tenir compte. Si demain, par exemple, la Russie avait aggloméré Cuba et puis maintenant le Mexique a un espace géopolitique dirigé par Moscou et voulait installer des bases au Mexique juste le long de la frontière américaine, eh bien les États-Unis d'Amérique ne le toléreraient pas. Et ils auraient d'ailleurs raison, parce que ce serait une menace directe, immédiate, sur leur sécurité nationale, de la même façon que la présence de forces américaines en Ukraine à la frontière avec la Russie est une menace directe et immédiate sur la sécurité de la Russie. Ne pas reconnaître ça, c'est aussitôt se placer dans l'univers du mensonge. Alors, on connaît les événements. En 2014, aussitôt, Vladimir Poutine a bien vu que ce qui se cachait derrière le fait d'essayer de capter l'Ukraine pour le mettre dans le giron de l'Union européenne et de l'OTAN, il y avait en première ligne l'idée de mettre la main sur la Crimée et notamment sur le fameux port de Sébastopol, qui est le seul port en eau chaude dont dispose la Russie dans toute la partie occidentale du continent eurasiatique. L'autre port, c'est Vladivostok, à l'autre bout de la Terre, face au Japon. Et en Europe, les Russes disposent
du port d'Arkhangelsk, qui est dans la mer, dans l'océan glacial arctique et qui est gelé plusieurs mois par an. Donc mettre la main sur la base militaire de Sébastopol, c'était faire un acte de guerre quasiment contre les intérêts de la Russie. Je rappelle d'ailleurs que cette base de Sébastopol, créée par les Russes, l'avait été depuis longue date et faisait partie de la Russie jusqu'à ce qu'en 1954, Khrouchtchev décide spontanément et de sa propre initiative, semble-t-il, de transférer la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine à l'occasion du troisième centenaire du traité de Péréoslav de 1654 qui avait rattaché à l'Empire russe la partie orientale du Dniepr. Lorsque l'Union soviétique s'était désintégrée, le régime de Kiev était un régime plutôt favorable à la Russie et qui avait eu la sagesse, pour préserver son indépendance, de signer un accord de mise à disposition du port de Sébastopol à la Russie. Encore s'agissait-il d'un régime à Kiev qui était favorable à la Russie. Or, toute la géopolitique américaine, à partir de ce moment-là, a consisté à essayer d'arracher l'Ukraine à la Russie. Ce n'est pas François Asselineau qui le dit, c'est tout simplement Zbigniew Brzezinski, conseiller diplomatique du président Carter, du président Obama, un Américain d'origine polonaise qui a écrit dans un livre qui est une espèce de bible de la géopolitique qu'il fallait que les États-Unis arrachent l'Ukraine à la Russie pour en finir avec la puissance russe sur le continent eurasiatique. Il s'agit bien d'une position extrêmement réfléchie où le point de vue de la population ukrainienne est mis sous le boisseau. Je rappelle aussi pour les personnes qui n'auraient pas regardé les vidéos nombreuses que j'ai faites déjà sur ces sujets, je rappelle aussi que l'Ukraine est un pays de constitution récente qui a été créé par Staline et qui n'existait pas. Mais combien de fois va-t-il falloir le dire, de dire que l'Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui sur les cartes n'existait pas avant, disons, les années 30 du XXe siècle? Combien de fois va-t-il falloir que je dise ici que la partie sud qui est actuellement de l'Ukraine, qui sont des plaines, qu'on appelle les plaines pontiques, qui sont des plaines toutes plates, où il y a, c'est le cas de le dire, mais où il n'y a pas de relief du tout, où il y a peu de végétation, qui sont d'ailleurs très difficiles à défendre militairement, que toutes ces plaines du sud de l'Ukraine actuelle, et qui englobent la région d'Odessa, la région de Kherson, la région du Donbass, la Crimée, que tout ceci n'a jamais appartenu aux polono-lituaniens, les Polonais lituaniens qui possédaient au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui possédaient le nord-ouest de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. Ces terres étaient possédées en fait depuis le Moyen Âge par les Tatars de Crimée, donc population turcophone islamisée, qui avait créé d'ailleurs un khanat, dont la capitale se situe en Crimée, et on peut voir d'ailleurs l'ancien sérail du Khan de Crimée. Et cet État, qu'on appelait d'ailleurs sur les cartes du XVIIIe siècle la Petite Tartarie, était sous l'autorité de l'Empire ottoman. De telle sorte que les Russes, lorsqu'ils sont intervenus à partir de la fin du XVIIIe siècle, à partir des années 1760, sous la houlette de la Grande Catherine, ont voulu mettre la main sur ces terres dans le cadre d'un expansionnisme, d'un impérialisme russe, c'est tout à fait exact, notamment pour mettre la main sur la Crimée, où les Russes avaient vu qu'ils pourraient enfin créer ce port en eau chaude, puis qui leur permettrait d'avoir une véritable marine de guerre russe pouvant avoir accès notamment à la Méditerranée. D'où la création de ce port de la ville de Sébastien, Sébastopolis, et d'où la création aussi, dans tout le sud de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, de toutes ces villes qui ont été créées par des Russes. Odessa, qui porte le nom de Ulysse dans l'Odyssée, mais aussi Mélitopol, la ville du miel, Marioupol, etc., Elisabethpol, etc. Toutes ces villes ont été créées par des Russes à partir du moment où la Russie a mis la main sur ces terres en les ayant arrachées à un État vassal de l'Empire ottoman musulman. C'est dire que si aujourd'hui il y avait un État qui avait des prétentions
historique sur cette zone, ce n'est absolument pas l'Ukraine qui a été créée dans les années 30 par Staline en agglomérant des peuples qui se haïssent, les polono-lituaniens du nord-ouest avec les Russes du sud-est. En revanche, si un État avait des prétentions historiques à faire valoir, ce serait normalement la Turquie en tant qu'héritière, si j'ose dire, des possessions de l'Empire ottoman. Une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi? On a dit qu'on se trouve avec un problème majeur qui a été créé par Staline, d'un État composite, l'Ukraine. Je le répète, mais je ne sais pas combien de fois il va falloir le dire. Les gens sont complètement dans la main, en fait, de la propagande euro-atlantiste. L'Ukraine est un pays récent, un pays factice, un pays composite, avec le nord-ouest peuplé de gens qui sont d'origine polono-lituanienne et qui détestent les Russes qui sont au sud-est. À partir du moment où l'on a compris cela, à partir du moment où l'on a compris que la soviétisation de l'Ukraine, au fait du temps de Staline, a été soutenue par les populations d'origine russe de tout le sud-est qui parlent le russe, qui sont russophones, russophiles et qui le sont toujours. Et à partir du moment où l'on a compris que cette soviétisation forcée a été rejetée massivement par les polono-lituaniens du Nord-Ouest, on commence à voir se dessiner ce qu'a été l'histoire de la seconde partie du XXe siècle de ce pays. Lorsque les nazis sont entrés en 1941 avec le début de l'opération Barbarossa, ils sont entrés par l'ouest, par Lvov, par la région qui est au nord-ouest, et ils ont été accueillis en libérateurs par les populations polono-lituaniennes parce qu'ils espéraient que les Allemands nazis chasseraient l'influence russe. C'est ce qui explique pourquoi, quand vous entendez parfois qu'il y a encore un ultime procès de crime contre l'humanité, contre tel ou tel surveillant d'un camp de la mort, d'un camp de concentration et d'extermination nazi, assez régulièrement, on découvre des gardiens, je crois que c'était le cas de Demanjuk, qui en fait sont d'origine ukrainienne. Les nazis avaient trouvé dans le nord-ouest de l'Ukraine des partisans tout à fait fanatiques de la collaboration avec l'Allemagne hitlérienne. Et on ne peut pas comprendre les événements d'aujourd'hui si l'on oublie ceci et si l'on oublie que ce sentiment pro-nazi perdure pas dans toute la population ukrainienne, même pas dans toute la population du Nord-Ouest, mais dans une partie significative de la population du Nord-Ouest, qui sont restés fidèles notamment à l'une des grandes figures de l'histoire ukrainienne, Stepan Bandera, qui est un collaborateur notoire, même si on voit ici ou là des débunkers qui essayent timidement de dire oui mais non, mais c'est plus compliqué que c'était un collabo des nazis. D'ailleurs, je note que Arno Klarsfeld, qui est le fils de Serge et Beate Klarsfeld, qui se sont fait connaître pour traquer les nazis qui s'étaient réfugiés après la Seconde Guerre mondiale un peu partout, Arno Klarsfeld, qui poursuit leur œuvre, a lui-même, non sans courage compte tenu de la propagande ambiante, reconnu c'était inadmissible que l'Ukraine continue à célébrer avec des boulevards, avec des rues, des places, des tortionnaires de l'époque nazie qui avaient collaboré avec l'Allemagne nazie. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là maintenant? Eh bien, on en est arrivé là parce que les Américains qui ne font pas dans la dentelle, ça ne les a pas du tout gênés de collaborer avec ce que l'on appelle les ukro-nazis. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi ça les aurait gênés, puisque, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les Américains, du moment qu'il s'agissait de combattre l'Union soviétique ou la Russie, ont toujours eu les plus grandes complaisances avec les dignitaires nazis du Troisième Reich, sauf bien entendu ceux qui étaient les plus connus. Je rappellerai ici rapidement, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, notamment Werner von Braun, qui était un ingénieur qui avait inventé les fusées V1 et V2 de la fin de l'ère hitlérienne, qui a été ensuite à la tête du programme Apollo. Notamment
des gens comme Walter Hallstein, qui a été le premier président de la Commission européenne et qui était en effet un collaborateur des nazis. On a d'ailleurs des photos de lui en uniforme du Reich. Et puis également Gehlen, qui était le chef des services de renseignement du Reich sur l'Union soviétique et qui ensuite est devenu, après un recyclage aux États-Unis, celui qui a monté les services de renseignement ouest-allemands. Donc ça ne dérange pas les États-Unis, il y a beaucoup d'autres exemples, ça ne les dérange pas de récupérer des nazis pour faire feu de tout bois. Il se trouve qu'après 2014, les populations du nord-ouest de l'Ukraine ont commencé à se venger des Russes. Puisque je rappelle que jusqu'en 2014, c'était des dirigeants pro-russes. À partir du moment où ils ont un dirigeant anti-russe, eh bien, le mouvement, notamment Azov, le régiment Azov, le mouvement Svoboda, etc., ont saisi l'occasion pour demander au gouvernement de Kiev, qu'ils avaient d'ailleurs infiltré, de commencer à se venger des populations russes du sud-est du pays, en leur interdisant de pratiquer leur langue, quasiment en les martyrisant, en les traitant en citoyens de seconde zone, voire en les bombardant. Et ceci a commencé en 2014. Donc, ça fait 8 ans que les populations du sud-est de l'Ukraine ont été bombardées, martyrisées, sans que la communauté internationale ne s'en émeuve. Pourtant, des accords qui avaient été élaborés à Minsk, dans la capitale de Biélorussie, avaient normalement poussé les dirigeants de Kiev à respecter l'autonomie de ces provinces. C'était écrit dans ces accords de Minsk, dont d'ailleurs l'Allemagne et la France étaient responsables de l'application. En réalité, ça ne s'est pas produit. En 2014, probablement Vladimir Poutine avait-il estimé qu'il fallait négocier. Probablement aussi n'avait-il pas encore mis au point l'armée qu'il était en train de bâtir. En 2021, il a montré qu'il a envisagé d'envahir l'Ukraine. Je rappelle que pendant des semaines entières, les Américains ont fait savoir qu'il y avait des troupes qui s'amassaient le long de la frontière. Je rappelle qu'il y a eu des conversations avec Vladimir Poutine avant le 24 février. Et que, continuellement, les pays occidentaux ont fait comme si le problème n'existait pas. Lorsque Vladimir Poutine est intervenu le 24 février, effectivement, en violant le droit international, comme je l'ai dénoncé à l'époque, il est quand même intervenu dans un cadre qui ressemble furieusement à ce qui s'est passé en 1939 en Europe occidentale. Je rappelle que l'Allemagne hitlérienne, après avoir mis la main sur l'Autriche avec l'Anschluss, avait mis la main sur les Sudètes, c'est-à-dire la partie occidentale de la République tchécoslovaque, où il y avait des minorités allemandes. Ce qui avait motivé les accords de Munich, où Daladier et Chamberlain, pour la France et pour le Royaume-Uni, étaient allés négocier la queue basse face à Adolf Hitler pour maintenir la paix. Dieu sait si nos livres d'histoire nous expliquent que c'était en fait un abandon et une lâcheté face à Hitler. Et puis, malgré les accords de Munich, vous connaissez la suite, les Allemands sont entrés en Pologne en arguant d'un attentat sous faux drapeau, ce qui a amené la France et l'Angleterre à déclarer la guerre à l'Allemagne nazie en 1939. Je vois des trolls qui comparent Poutine à Adolf Hitler. Mais c'est plutôt l'OTAN et les États-Unis qui sont comparables à Adolf Hitler en l'espèce. C'est quand même bien l'OTAN et les États-Unis qui ne cessent que de prendre les uns après les autres et de grignoter des États au risque de menacer la sécurité de la Russie. Si la France a déclaré la guerre à Hitler en 1939, c'est bien parce qu'elle craignait qu'ensuite Adolf Hitler se tourne contre la France, ce qui d'ailleurs a été le cas. Donc les gens me disent, je vois des gens qui m'insultent, qui insultent d'ailleurs beaucoup de Français, beaucoup de géopoliticiens qui réfléchissent à tout ça et qui disent vous êtes des collabos et puis bien entendu combien Poutine vous paye.
que ces gens ont l'esprit vil. Ils ne peuvent pas penser que ce que je dis en mon âme et conscience comme étant, je le pense, la vérité et la voie de la justice. Ils ne peuvent pas penser un instant que je le dise en conscience. Ils ne connaissent rien à l'histoire, rien. Ils refusent de s'y intéresser. Et la seule chose qu'ils trouvent comme réponse aux arguments que je montre, c'est de dire que je reçois de l'argent de Vladimir Poutine. Comme c'est minable. Comme c'est minable. D'ailleurs, si j'ai bien compris, Vladimir Poutine a financé le Rassemblement national, lequel Rassemblement national, en ce moment, hurle avec les loups, sauf erreur de ma part. J'ai déjà dit et je redis ici, et quiconque écrira le contraire maintenant, nous ferons des saisies d'écran éventuellement pour engager des poursuites. Nous n'avons jamais rien reçu de Vladimir Poutine ni de la Russie, nous n'en recevrons jamais rien. Simplement, ce que nous voulons, c'est d'essayer d'aboutir à la paix. Or, actuellement, tout est fait pour aller vers la guerre. Il y a une espèce de déréalisation de la situation. Macron, à l'ONU, a présenté un narratif complètement délirant en présentant encore une fois la Russie comme étant la seule responsable dans un océan Pacifique où d'un seul coup, la Russie intervenait. C'est une honte de présenter la réalité de la situation comme celle-ci. Ensuite, et vous le savez, réagissant au discours de Poutine qui avait eu lieu quelques heures auparavant, Emmanuel Macron a rejeté l'idée des référendums factices, des référendums qui n'avaient aucun sens, etc. C'est le discours exact de Washington. Ah bon ? Mais, sauf erreur de ma part, comment a eu lieu l'indépendance du Sud-Soudan sur pression américaine dans un pays en guerre parce qu'au Sud-Soudan, il y a des réserves pétrolières, c'était en 2011. Comment ça s'est passé ? Comment se fait-il que la France ait aussitôt reconnu le référendum du Sud-Soudan mené par les États-Unis ? Il y a eu aussi, non pas un référendum, mais une déclaration d'indépendance du Kosovo qui a eu lieu contre la Serbie. Comment se fait-il que le Kosovo, qui n'est toujours pas reconnu par l'Organisation des Nations Unies, ni même par l'Union européenne, puisque l'Espagne refuse de reconnaître notamment l'indépendance factice du Kosovo contre la Serbie, la France s'est précipitée derrière l'oncle Sam pour reconnaître ça. Il se trouve que je conseille à toutes celles et tous ceux qui parlent sans savoir, je leur conseille, maintenant il est un peu tard, mais un jour viendra peut-être où ils pourront y aller, je leur conseille d'aller en Crimée. D'y aller. De ne pas être derrière leur écran, d'aller en Crimée comme je suis allé en Crimée en 2015. La Crimée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, a été conquise par la Grande Catherine contre les musulmans des Tatars de Petite Tartarie. Il n'y avait absolument aucun Ukrainien, ça n'existait pas. La Crimée, ensuite, a été peuplée par des soldats et des familles russes, dont les habitants de la Crimée sont les descendants. La Crimée, en Crimée ou en Russie, il y a un proverbe qui dit que les habitants de Crimée sont plus russes que les Russes. Le rattachement de la Crimée par Khrouchtchev en 1954 à la République socialiste soviétique d'Ukraine avait vocation, paraît-il, selon certaines sources, d'essayer d'augmenter le poids des populations russophones dans la République socialiste soviétique d'Ukraine. C'est une des explications. Ça n'a pas marché. Si vous allez en Crimée, si vous vous promenez, et on se promène totalement librement, si vous discutez avec les gens, vous découvrirez qu'en effet, il y a 90% de la population de Crimée qui est russe, qui parle le russe, qui se sent russe et qui veut être russe. Et donc que le référendum qui a eu lieu en 2014 de rattachement de la Crimée à la Russie est massivement, plus que massivement soutenu par la population de Crimée. C'est un fait. Alors on peut le nier, mais c'est un fait. Le rattachement de la Crimée à l'Ukraine a été un fait du prince qui datait de 1954, c'est-à-dire environ 60 ans auparavant, et qui n'avait pas eu le temps de modifier en quoi que ce soit la composition ethnique de la population de Crimée. Il faisait de fait que rien, jamais, ne fera en sorte que les Russes,
qui ont eu le sentiment de récupérer ce que Khrouchtchev avait indûment donné en 1954. Ils ont récupéré leur principale base militaire de la marine russe dans le monde. Il était évident, n'importe quel diplomate le sait, dans la planète entière tout le monde le sait, jamais, 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 jamais la Russie ne rendra la Crimée à un pays de conception récente, l'Ukraine, qui n'avait aucun droit d'ailleurs historique sur la Crimée. À partir du moment où les Occidentaux, dont Macron, font des discours à l'ONU en expliquant qu'il faut que la Russie rende à l'Ukraine les différents territoires, dont la Crimée, ça veut dire que d'emblée, Macron place la situation dans une position inextricable qui ne peut se régler que par la guerre. À partir du moment où Macron fait silence sur les exactions pendant 8 ans contre les populations russophones et russophiles du sud-est de l'Ukraine, à partir du moment où il considère que le référendum qui aura lieu dans quelques jours dans ces provinces sera nul et non avenu, alors que le référendum au Sud-Soudan, il trouvait tout à fait grâce aux yeux de Macron, le monde entier comprend que Macron et la France ne sont plus qu'une marionnette des intérêts géopolitiques américains. Macron, dans son discours, a eu l'audace d'appeler tous les pays en voie de développement du monde à se rallier à la vision de l'Occident en disant ceci qui est d'une excessive gravité: il n'y a que 2 possibilités, la guerre ou la paix. Mais la paix, il l'a fixée d'emblée en disant qu'il faut que la Russie rende tous les territoires qui sont en cause depuis 2014, ce qui n'aura jamais lieu. Donc en fait, Emmanuel Macron a mis ce qui reste du prestige de la fonction qu'il a par ailleurs complètement galvaudée pour appeler à la 3e guerre mondiale contre la Russie. Macron a de nouveau brossé cette fable selon laquelle la Russie serait complètement isolée. Mais un simple observateur peut voir tout de suite la supercherie. Il se trouve qu'il y a quelques jours, s'est réuni à Samarcande, dans la République d'Ouzbékistan, l'Organisation de la coopération de Shanghai, avec notamment la présence de Vladimir Poutine, du président chinois Xi Jinping, du Premier ministre indien Modi, plus d'un certain nombre de représentants de cette organisation qui apparaît de plus en plus comme une espèce de contre-monde occidental, plus puissante encore que les BRICS. Lors de cette assemblée, on a d'ailleurs appris que l'Iran, qui jusque-là était observateur, a demandé d'être intégré dans l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui devient maintenant une entité tout à fait considérable. J'ai vu dans la presse française que l'on a expliqué que Vladimir Poutine serait reparti de Samarcande les bras ballants, qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il souhaitait, que ci et que ça. C'est vraiment se moquer du monde. C'est de la fausse information. La première chose, c'est qu'il s'est réuni avec toutes les personnes dont j'ai parlé, des pays qui représentent déjà. Il y a une photo où l'on a vu Poutine, Xi Jinping et Modi se serrer tous les trois la main ensemble. À eux trois, ils représentent 37,5% de la population mondiale. Je rappelle que les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, les pays de l'OCDE, c'est 11% de la population mondiale. Je rappelle que l'armée russe, que l'armée chinoise, cumulée, c'est beaucoup plus puissant que l'armée américaine. Je rappelle aussi, plus exactement, j'informe, que dans son discours, j'ai vu la presse française a dit oui, les autres chefs d'État ont pris leur décision, mais pas du tout. Bien sûr qu'ils n'ont pas, on n'en est pas encore à ce que la Chine envoie des troupes, mais l'Iran a envoyé des armes à la Russie. Mais le président chinois Xi Jinping a fait un discours qui n'a évidemment pas été repris dans les médias français, où il a expliqué
qu'il devait y avoir un nouvel ordre mondial, que nous ne pouvions pas dépendre de l'unilatéralisme d'une seule puissance qui organisait des révolutions de couleur. Enfin, comment peut-on être plus explicite que cela? Xi Jinping est allé encore plus loin dans son soutien à la Russie. Lorsque Macron raconte ces bobards, en fait, miteux, selon lesquels les États-Unis, l'Union européenne seraient blancs comme neige dans cette affaire, lorsque Macron raconte ce narratif que d'un seul coup la Russie aurait été saisie d'un coup de folie, lorsque Macron raconte que la Russie est isolée, lorsque Macron essaye de qualifier l'intervention russe en Ukraine de néocolonialisme, de néo-impérialisme, il prend la grande majorité des États du monde présents à l'ONU, il les prend pour des imbéciles. Il se trouve qu'un très grand nombre de pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, du Moyen-Orient, du sous-continent indien et de l'Océanie approuvent Vladimir Poutine et Xi Jinping dans leur volonté de ne pas supporter encore longtemps la mainmise des États-Unis d'Amérique et de leurs vassaux de l'Union européenne. En d'autres termes, le discours de Macron est complètement à côté de la plaque. Et l'on a pu le voir quand on a vu qu'en fait, la grande majorité des délégations étrangères a profité du passage de Macron à la tribune de l'ONU pour se détendre les jambes, aller à la cafétéria, sortir fumer une cigarette, placer des appels téléphoniques. 3/4 des sièges vides. On peut rigoler, on peut dire que la Russie n'utilisera jamais ses armes nucléaires, que ce sont des rodomontades. On peut le dire. Mais Vladimir Poutine, dans son discours d'hier, a expliqué que la Russie se réservait la possibilité d'utiliser toutes ses armes. On peut considérer, rêver que la Russie va refluer, que Poutine va être victime d'une révolution de palais. La réalité que connaissent tous les gens qui suivent de près la situation, c'est que si Poutine est en effet un peu contesté chez lui, mais ce sont des contestations très faibles. Des sondages d'origine occidentale montrent que plus de 80% de la population soutient Poutine. Parce que Poutine a compris, il l'explique, et les télévisions l'expliquent, la même chose que ce que j'ai expliqué moi-même. C'est-à-dire qu'au bout du compte, les États-Unis et leurs vassaux européens n'auront de cesse que de combattre jusqu'à l'éclatement de la Russie. J'ai présenté dans une vidéo au dialogue franco-russe toutes preuves à l'appui en donnant les références, le lieu, la date de la réunion des Nations libres de Russie, Free Nations of Russia, financée par la National Endowment of Democracy, c'est-à-dire la CIA, en présence d'officiels américains, de l'ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien. Ça s'est tenu le 23 et 24 juillet à Prague. Je l'ai montré sur Internet. J'ai montré que l'objectif dit, explicitement dit, c'est de l'éclatement de la Russie qu'il s'agit, en sous-entité étatique. Je montre ça, aucun média français ne s'est emparé de cette question. C'est un véritable scandale, puisque la charte de Munich de 1971, la charte du journalisme, de l'éthique du journalisme, c'est qu'un journaliste, dans une démocratie, ne doit rien cacher de ce qui est important. Que diraient les États-Unis d'Amérique s'il y avait la Russie qui organisait à Mexico, ou à La Havane, ou à San José de Costa Rica, ou pourquoi pas à Québec, un forum sur les nations libres des États-Unis, en insistant, ce qui d'ailleurs est exact, sur le fait qu'il y a des forts mouvements indépendantistes à Hawaï ou au Texas. Je rappelle ici qu'il y a un parti, le Parti pour l'indépendance du Texas, qui existe, qui fait 5-10% des voix.
Je rappelle aussi que le parti républicain du Texas, celui-là même qui soutient Donald Trump, a voté récemment, il y a une quinzaine de jours, une motion. Il demande l'organisation d'un référendum sur l'indépendance du Texas. Et d'après un sondage, 90% des Texans souhaiteraient un référendum sur l'indépendance du Texas. Et certains sondages indiquent qu'il pourrait y avoir 60% des électeurs qui voteraient en faveur de l'indépendance du Texas. Texas qui est un pays très grand, plus grand que la France, et qui a une histoire très particulière. Il n'a rejoint la Fédération qu'en 1846. Que diraient les États-Unis? Et que diraient d'ailleurs nos apôtres de BFM TV ou tous ceux de LCI ou tous ceux qui viennent nous traiter de tous les noms si la Russie était derrière l'organisation de ces forums pour inciter tous ces peuples des États-Unis d'Amérique à faire sécession? Ils seraient scandalisés. Ils trouveraient normal que Washington s'en scandalise. Hélas. Hélas, nous avons en France une partie importante de la population qui est sous influence, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son, dit le proverbe français, et qui croit dur comme fer ce qu'on leur dit dans les médias. Alors moi, je suis inquiet. Je ne suis pas inquiet plus pour la Russie que pour l'Ukraine, que pour... Je suis inquiet pour la paix du monde et je suis inquiet pour la France. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je suis désolé de le dire, montre une irrationalité totale qui s'est emparée des élites occidentales, qui refusent de reconnaître que les sanctions contre la Russie ne marchent pas, servent les intérêts de la Russie et détruisent notre économie. On a l'impression d'avoir des dirigeants qui sont comme des somnambules et qui prennent des décisions sous le coup d'humeur ou de directives venues de l'étranger sans tenir compte aucunement de l'intérêt du peuple français. Je suis inquiet parce que, malheureusement, cela rappelle les plus sinistres moments de l'histoire de France. Par exemple, lorsque Napoléon III était tombé dans le piège qui lui avait été concocté par Bismarck et ses services en 1870 de la fameuse dépêche d'Ems, Ems étant une ville d'eau en Allemagne, où d'un seul coup, le parti de la guerre s'est embrasé, s'est enflammé, et on a déclaré la guerre à Bismarck, alors même qu'un certain nombre de gens raisonnables disaient que c'était délirant de faire la guerre à Bismarck parce qu'il avait une armée beaucoup plus puissante, parce que nous n'étions pas en mesure de mobiliser, parce qu'on était déjà sur toute une série de théâtres d'opérations à la même époque, et donc que c'était de la folie. Napoléon III, à un coup de avec une allure bravache, comme celle de Macron hier à l'ONU, a déclaré la guerre. Ça nous a mené au désastre de Sedan, à la fin du Second Empire, au morcellement de la France, à la prise par l'Allemagne de l'Alsace et de la Moselle, et qui ensuite nous a valu d'une rancœur de nos aïeux qui, entre 1871 et 1914, n'a pas cessé que de rabâcher cette défaite jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui fut un autre cas de désastre national. Faut-il rappeler comment s'est passée la Première Guerre mondiale? Comment la France, marchant vers la guerre comme un somnambule... Il suffit de lire les Thibauts de Roger Martin Dugard, un roman que je recommande, entre autres, parmi bien d'autres, mais il met bien l'atmosphère. Comment les Français se sont précipités vers la guerre contre l'Allemagne. Tout ça parce qu'il y avait eu un assassinat à Sarajevo, qui était en fait, c'était le point, après des montées des tensions qui avaient grimpé pendant plusieurs années, bien sûr. L'attentat de Sarajevo contre l'archiduc François Ferdinand n'a été que l'étincelle qui a fait démarrer la Première Guerre mondiale, qui nous a entraînés dans un désastre avec 1 500 000 morts. Et tout ça par un jeu d'alliances automatiques
alors que des consciences comme Jaurès avaient supplié les dirigeants français de ne pas aller dans cette direction. J'ai parlé aussi de 1939. Sans doute d'ailleurs ne pouvait-on pas faire autrement avec Adolf Hitler. Mais tout ceci pour montrer que dans ce genre de situation, il faut toujours raison garder. Raison garder, c'est de dire que la France n'a pas à faire la guerre à la Russie, que la France, contrairement à ce que je lis dans la propagande, n'est pas menacée par la Russie, que l'impérialisme en ce moment qui submerge la France, ce n'est pas l'impérialisme russe, c'est l'impérialisme américain qui nous impose ses valeurs, la destruction d'un certain nombre de valeurs traditionnelles françaises, qui nous impose la destruction de notre économie, de notre agriculture. Alors moi, je suis de ceux qui sont des consciences, comme l'était Jaurès en 1914, et je dis qu'il faut absolument arrêter immédiatement cette dérive funeste. Je suis au regret, et quand je dis au regret, c'est un euphémisme. Je suis scandalisé par l'attitude de la prétendue opposition. Quand je vois que la NUPES, la LFI, qui se veulent en quelque sorte la gauche, qui se veulent en quelque sorte les héritiers de Jaurès, au moment où ces événements aussi graves se déroulent, ils ne parlent que de sujets, mais minables. Des sujets de vie privée, des sujets où c'est la justice qui doit trancher, ça n'est pas sur la place publique. Des sujets où l'on va parler de choses qui n'ont aucun intérêt par rapport à la gravité de la situation. Je suis scandalisé de voir que le Rassemblement national, qui lui prétend défendre les intérêts du peuple français, ne bouge pas non plus. Fait campagne sur le niveau de vie. C'est tout à fait raison d'ailleurs, parce que notre niveau de vie est en train de s'effondrer. Mais avant le niveau de vie, il y a quand même la priorité des priorités, c'est défendre la paix. Est-ce que les gens qui viennent sur mon compte Twitter pour me dire que je serais un mec acheté par Poutine, est-ce qu'ils se sont rendus compte de qui paye Macron ? De qui paye les médias qui les informent ? Est-ce qu'ils se sont rendus compte de qu'est-ce qu'ils feront si, ce qu'à Dieu ne plaise, les Russes entraient pour de bon en guerre, notamment contre la France ? Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a dit récemment que les livraisons d'armes par la France à l'Ukraine étaient inacceptables. Notamment les fameux canons César, qui contribuent à des massacres de civils à Donetsk, dont la France est directement responsable, parce que nous avons donné ces canons, parce que nous venons les formateurs. Tout ceci a été fait, donné plus de 4 mois après qu'on a envoyé des troupes dans cette région, sans qu'il y ait eu le débat et l'accord des députés prévus par l'article 35 de la Constitution. Ça fait des semaines et des semaines que je demande aux prétendues oppositions de réclamer une session extraordinaire du Parlement. Et puis pas seulement, d'organiser des manifestations, de se répandre dans les médias, de faire dans les médias qui les reçoivent à bras ouverts ce que je fais moi ici à UPR TV ou dans quelques médias alternatifs qui ont le courage de me donner la parole. Pourquoi Madame Le Pen ? Pourquoi Monsieur Mélenchon ? Pourquoi Monsieur Bayou ? Pourquoi le Parti communiste ? Pourquoi Monsieur Faure ? Pourquoi ne disent-ils pas à la télévision française ce que je viens de dire ? Pourquoi ne réclament-ils pas que le président de la République respecte l'article 35 de la Constitution, qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale et que l'on vote ? Pourquoi ne dénoncent-ils pas cette espèce d'autocratie incroyable où Macron prétend prendre la pose des démocraties ? Mais qu'est-ce qu'il a de démocratique, Macron ?
qui a été élu par un artifice médiatique, il n'y a pas eu de campagne d'ailleurs, quelqu'un qui, comme M. Macron, se permet de décider de tout seul, qui envisage de réformer les retraites avec l'article 49.3, quelqu'un qui décide d'un seul coup de prendre des positions qui mettent en jeu, excusez-moi de le dire, c'est non seulement la paix de l'Europe et du monde, mais la paix en France, et qui mettent en jeu notre sécurité. La Russie a dit que la livraison d'armes à l'Ukraine était inacceptable. Les Russes n'ont pas l'habitude de parler pour ne rien dire. Quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Que vont faire les Russes ? Spécialement vis-à-vis de la France, qui se met en avant dans l'envoi d'armement à l'Ukraine. Est-ce que le gouvernement peut nous expliquer les réflexions qui ont été faites par l'état-major ? Est-ce que l'on pense que les Russes vont rester comme ça amorphes jusqu'à la fin des temps ? Que fait-on des déclarations de Poutine qui a dit que maintenant on allait passer aux choses sérieuses ? Est-ce que les trolls qui viennent sur ma page et qui crient déjà victoire parce qu'il y a eu effectivement une offensive victorieuse de l'Ukraine, mais c'est pas de l'Ukraine d'ailleurs, c'est une offensive victorieuse de l'OTAN. On a vu sur Internet que les soldats ukrainiens, il y en avait beaucoup qui étaient des Africains américains et qui parlaient l'américain, ou des Anglais. Est-ce qu'on se rend compte de la situation ? Est-ce que ceux qui sont là à croire que l'Ukraine a déjà gagné, est-ce qu'ils sont capables de comprendre qu'en fait la Russie, sciemment, n'a pas voulu monter aux extrêmes et que d'ailleurs les principales critiques qui se font jour en Russie contre Poutine, il y en a quelques-uns qui sont montés en épingle par les médias occidentaux, mais qui ne représentent pas grand-chose. En revanche, les principales critiques qui, elles, touchent la population beaucoup plus, c'est qu'un certain nombre de personnes critiquent Poutine pour ce qu'ils estiment sa faiblesse, qu'il a été trop timoré, qu'ils ne comprennent pas pourquoi la Russie n'a pas fait comme les États-Unis d'Amérique en envoyant des B-52 à 8000 mètres d'altitude et pour faire des centaines de milliers de morts civiles, femmes et enfants en Irak, en Afghanistan, en Syrie, etc., etc. J'en passe et des pires. Et ceci, bien entendu, avec l'approbation des médias occidentaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas sonner le tocsin, mais je considère que la situation est vraiment très grave. Qu'il est extrêmement dangereux que cette situation soit dans les mains d'un personnage comme M. Macron, qui a prouvé qu'il était capable de tout et du contraire et surtout du pire, et qu'il n'était pas le responsable de ses actes. Je voudrais dire ici que il y aura des conséquences. C'est d'ailleurs une parole que l'on trouve dans l'Ecclésiaste, dans la Bible. Les conséquences viendront. Est-ce que le gouvernement, est-ce que Macron, est-ce que les députés ont présenté aux Français les conséquences de ce qui est en train de se passer ? Est-ce que on a bien réfléchi à ce qui pourrait se passer demain si la Russie, excédée par l'attitude occidentale, décidait de passer à des armes beaucoup plus offensives, des missiles hypersoniques, des armes nucléaires tactiques? Est-ce que l'on peut imaginer quelle serait la réaction des États-Unis d'Amérique si l'un des pays de l'Union européenne recevait une arme nucléaire tactique qui neutralise un rayon de 5 km. Charles de Gaulle, dans les années 60, avait voulu bâtir une force nucléaire nationale et indépendante parce qu'il disait que rien ne l'assurait que s'il y avait une attaque nucléaire soviétique, rien ne l'assurait que les États-Unis viendraient à notre secours.
Parce qu'en ces moments fatidiques, peut-être, disait-il, que les États-Unis préféreraient protéger le Texas, la Floride et l'Oklahoma plutôt que de risquer la vie d'Américains pour le théâtre européen. Je note, sur un autre domaine qui concerne le gaz, que les Américains nous ont fait savoir qu'en fait, le gaz de schiste, eh bien, nous ne l'aurions pas. Ils se le réservent. Que ceux qui pensent que parce que nous sommes dans l'Union européenne et dans l'OTAN, nous sommes garantis absolument que si une attaque russe avait lieu, particulièrement sur un pays comme le nôtre, qui se met en avant et qui livre des armes de façon inacceptable, si une attaque avait lieu contre la France, pas forcément nucléaire d'ailleurs, mais une attaque très meurtrière contre la France, est-ce qu'on est si certain que cela, que les Américains qui laissent tomber leurs alliés sans aucun problème, toute l'histoire du monde l'a montré, est-ce qu'on est si certain qu'ils viendraient à notre secours? Et je voudrais dire en conclusion que toutes celles et tous ceux qui se réjouissent de la situation sont des inconscients, des personnes inconséquentes, parce que l'un des plus grands trésors que l'humanité puisse avoir, c'est le plus grand trésor, c'est la paix dans le monde. Aller titiller l'ours russe depuis tant d'années, depuis 1991 et non même pas depuis 2014, finira par avoir des conséquences si l'on n'y met pas le haut-là. Méditez cela. Essayez de faire pression auprès de vos élus, des députés, des sénateurs, des maires que vous connaissez, en leur disant qu'il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça au plus vite et arrêter de nous mêler d'un conflit qui concerne la volonté de domination géopolitique américaine sur le continent eurasiatique et qui n'a strictement aucun intérêt, au contraire même, des intérêts nationaux du peuple français. Vive la République et vive la France.